la sexualité, le genre, les choses comme ça, c'est quelque chose qui est apolitique. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument à tout prix ramener la politique dedans. Les transgenres m'ont déjà taxé de transphobe. En fait, vous voyez le problème? En sachant bien, je suis le grand-mère du mouvement. Bienvenue dans l'émission Contre-discours sur les questions de genre. Nous sommes Dora Muto et Marguerite Stern, autrices du livre Transmania. Dans le prolongement de ce travail, nous accueillons sur notre chaîne YouTube Feméliste des personnes au discours dissident sur les questions de genre. Aujourd'hui, nous recevons Vincent McDoom. Vincent McDoom a été mannequin, styliste, animateur de télévision. Il a aussi fait quelques apparitions au cinéma, dans des émissions de télé-réalité comme La Ferme Célébrité. En 2004, il publie un livre autobiographique intitulé L'homme que je suis, dans lequel il revient sur son parcours de vie. Nous nous souvenons toutes les deux l'avoir vu passer à la télévision lorsque nous étions plus jeunes. Il était souvent vêtu de façon très chic, portant robe et talons. Lorsque nous avons eu l'idée de lancer cette chaîne YouTube de témoignages dissidents sur le genre, nous avons tout de suite pensé à lui. Car Vincent McDoom représente ce que nous défendons, c'est-à-dire l'idée selon laquelle un homme devrait pouvoir porter des robes et des paillettes sans pour autant se dire femme. Car c'est ça le vrai progrès. Vincent McDoom s'oppose aussi publiquement à l'idéologie transgenre. C'est quelqu'un qui a vu cette idéologie arriver dans le monde de la mode et des médias et qui y a résisté. Et nous avons souhaité en discuter avec lui. Vincent McDoom, bonjour. Pourquoi avoir accepté de venir témoigner à notre micro? Tout simplement parce que avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment et après avoir vu des petits extraits de ce qui se dit et ce qui se passe dans votre livre, je pensais que vous étiez deux femmes très intéressantes, deux femmes que je respecte et deux femmes que je pense que les gens comprend pas très bien, en fait. Et moi, j'essaie de comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Et à cause de ça, écoute, quand vous avez proposé de venir faire cette interview, je pensais que c'était une jolie façon de rencontrer deux personnes que je ne connais pas, des univers différents, deux femmes. Écoute, moi, je ne sais pas, on verra qu'est-ce qui se passe. En tous les cas, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes l'un des seuls hommes en France à assumer publiquement le fait d'être un homme, mais de vous habiller avec un vestiaire, une garde-robe féminine. Comment expliquez-vous le fait que si peu d'hommes en France osent assumer cela publiquement? Je ne peux pas parler pour l'autre parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans la tête de l'autre, en fait. Toutes ces choses-là m'est venues tellement naturellement. Je ne cherchais pas à être habillée comme une femme ou habillée comme un homme, en fait. Je suis issue de la mode. Tout ce que je crée, je trouvais tellement beau. Et je posais la question, pourquoi ça doit rester quelque chose qui est tout simplement féminin ou tout simplement masculin? J'ai étudié l'histoire de la France et quand tu étudies vraiment tout ce qui se passe, tu vois, dans les cours des rois et des reines, en fait, il y a un mélange des gens et vous voyez que les hommes sont très habillés, très apprêtés, qu'on ne le fait pas en ce moment. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie. Il y a une certaine hypocrisie, en fait. Moi, je m'habille le plus élégamment possible pour une chose et une chose seulement, pour cacher ma nudité. Mais par contre, il y a cette hypocrisie qui dit pourquoi vous êtes habillé comme une femme? Écoute, quand vous avez un problème avec un avocat, vous allez voir un avocat, il est habillé, c'est une robe. Quand vous allez à l'église, quand vous allez voir le imam, des choses comme ça, il porte des robes. En fait. Et
moi, j'arrive pas à comprendre. Et les femmes, elles portent aussi, tu vois, des pantalons. Elles prêtent énormément des vêtements ou des pièces de vêtements dans le garde-robe masculin. On voit ce qui se passait avec Yves Saint-Laurent et ce qu'il a fait pour le smoking masculin, qui est devenu maintenant un incontournable, tu vois, dans le vestiaire féminin. So, moi, je cherche pas à savoir pourquoi ou pourquoi pas. J'ai essayé d'habiller le plus élégamment possible. Pourquoi les hommes ne le font pas? Je pense pas que c'est parce qu'ils ne veulent pas. Je pense que c'est parce que la société leur a imposé certaines choses. De la même façon que la société a imposé le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, en fait. Mais qu'est-ce qu'une couleur à avoir avec une gendre ou une sexualité, en fait? Si tu aimes quelque chose, tu le portes. La nature nous donne un bel exemple tous les jours des couleurs, en fait. So, moi, je m'inspire de tout ce que je vois dans la nature et ces choses-là, ben écoute, je l'utilise sur moi, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à vous émanciper de ces codes, le bleu, le rose, voilà, le fait que les garçons doivent s'habiller comme ci et les filles comme ça? Qu'est-ce qui a fait dans votre parcours de vie que vous puissiez vous octroyer cette liberté? Ma vie est quand même assez compliquée parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'homme que je suis en 2014. J'ai réédité cette année. Les gens peuvent lire ce livre-là où j'explique un tout petit peu. Mais vous savez, mon enfance était très, très difficile. Mon enfance, je découvre tout simplement que je suis différent parce que je suis rentré dans un atelier d'une dame qui s'appelle Mademoiselle Steve. Et quand je rentre là-bas, je savais que je voulais faire le métier de cette dame. Mais malheureusement, mes parents ou mon entourage ne comprenaient pas pourquoi je voulais faire ce métier-là. Et un jour, pendant le repas de Noël, on me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous grandissez en tant que métier ?» Mon frère, mes sœurs voulaient être médecin, voulaient être ci, voulaient être ça. Et moi, je disais que je voulais être Mademoiselle Steve. J'avais 6 ans, en fait. Alors, à ce moment-là... Elle faisait quoi, cette Mademoiselle Steve? Elle était créatrice de mode, en fait. Et ma famille ne comprenait pas pourquoi. Et toute mon enfance, en fait, on m'a appelée Mademoiselle Steve et je n'ai pas compris pourquoi. Mes frères, et on l'appelle monsieur, on ne l'appelle pas le nom, et moi, on m'appelle Mademoiselle Steve, en fait. Je me sentais rejetée par la société, par la famille et par la religion. Une chose, c'est la religion vous dise eh ben, vous êtes une abomination parce que vous n'êtes pas normal. Viens, je vais vous donner de l'absolution. Mais quand même, tu vois, ma grand-mère va faire en sorte que moi, je rentre en tant que... comment je t'appelle ça, ce petit garçon qui aide le prêtre. Et finalement, je subis des civismes, tu vois, par les prêtres, des attouchements sexuels aussi. J'ai essayé de changer pour ma famille, mais ma famille, eh ben, écoute, si tu plais à un, tu ne peux pas plaire à l'autre. La société, ah ben, écoute, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes rejeté. So, à force d'être rejeté par tout le monde, j'ai décidé, je n'ai plus envie les béquilles des autres, je vais faire moi-même. Et j'ai décidé de vivre pour moi. J'ai décidé de faire les choses à ma manière, à ma façon, sous mon rythme à moi. Et je fais en sorte que les gens me respectent pour ce que je suis et mes choix, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appris depuis très, très jeune. Parce que j'ai été violée à l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 13 ans par mon oncle. En fait, c'est incestueux, c'est dans la famille. Mais c'est quelque chose, en ce moment, ça prend de l'ampleur et on en parle beaucoup plus en ce moment. On voit avec les actrices qui commencent à en parler. Moi, je l'ai vécu, le mouvement MeToo. J'ai créé ce mouvement à moi tout seul parce que j'en ai parlé plusieurs fois de ce qui se passait avec moi. Et à un moment, je disais, je ne veux plus que personne ne me touche si moi, je ne donne pas la permission. Et le jour que moi, je fais ça, je dis à moi-même, personne ne me touchera, et moi, je vais le faire les choses par moi-même, je vais aller apprendre par moi-même, je vais aller chercher les informations par moi-même. Ah ben, écoute, en fait, je imposais le respect de qui je suis par rapport à moi, par rapport à ma mode de vie et ce que j'ai envie. Et donc, finalement, vous êtes devenu designer de mode. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous êtes devenu designer. Ma grand-mère, elle était retoucheuse de mode, en fait. Elle n'était pas créatrice, elle était retoucheuse. Et elle faisait
énormément de retouches pour toutes les personnes dans le village dans lequel on vivait. Et moi, j'étais très attirée par ce qu'elle faisait déjà, mais aussi j'étais un garçon assez turbulent. Et par rapport à mes frères, par rapport à mes sœurs, mes cousines. Et ma grand-mère voulait tout le temps, écoute, pour ne pas avoir les problèmes avec les autres, parce que j'ai toujours voulu avoir raison, elle voulait que je reste avec elle. Et quand je restais avec elle, j'ai appris. Petit à petit, écoute, je commençais à travailler dans une librairie où toutes les magazines de mode étrangers venaient. Moi, j'étais très attirée par tout ce qui est Vogue, Harper's Bazaar, le magazine Elle, Cosmopolitan. Et je voulais habiller des femmes comme ça. Je voulais m'habiller moi comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi dans le village, les gens mettent une pario autour d'eux, les gens mettent un morceau de tissu. Moi, je voulais vraiment apprendre comment ça se passe. Et le milieu de la mode, pour moi, c'était aussi une échappatoire. C'était artistique parce que dans notre famille, si tu dis que tu as envie d'être artiste, écoute, c'est quelque chose qui est perçu assez mal, en fait. Il faut que tu fasses un vrai métier. Tu dois être avocat, tu dois être médecin, tu dois être maçon, tu dois être mécanique. Ça rapporte de l'argent. Mais si tu dis que tu as envie d'être artiste, écoute, ça, pour eux, c'est pas... Et c'est peut-être pour ça que j'ai reçu le gifle de mon père aussi. Tous ces petites choses étaient en train de démontrer que j'étais différent. Et moi, je disais... Ma grand-mère m'avait dit une chose quand j'étais gamin. Elle me dit, quand les gens vous disent que quelque chose n'est pas bien chez toi, cultive cette chose-là parce que cette chose-là, c'est toi. Et c'est grâce à cette chose-là, tu vas devenir qui vous allez être plus tard dans la vie. Ça m'est resté, en fait. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont dit que finalement, avec le vestiaire que vous portez, finalement vous étiez une femme et que peut-être qu'il fallait transitionner? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit, que vous avez entendu à travers votre parcours, des gens qui vous ont appelé au féminin? Ça arrive souvent et c'est au quotidien en fait, mais c'est beaucoup plus mignon que ça. Je ne le prends pas comme quelque chose de négatif parce que, en fait, je ne portais pas du tout des robes féminines avant d'avoir entré dans La Ferme. La Ferme, c'est l'émission qui m'a rendu populaire. En fait, je portais tout le temps des vêtements masculins, si vous voulez, mais avec des talons. Parce que quand j'étais plus petit, après les séries de viols que j'ai vécues, j'ai décidé, je n'ai plus envie que mon oncle me viole. Je quittais le cocon familial et je suis parti. Je suis parti vivre avec une copine à moi qui était beaucoup plus âgée et je voulais aider elle et donner quelque chose dans la maison. Moi, je suis allé à l'école le matin et j'ai essayé de travailler l'après-midi. Le seul travail que je trouvais, c'était dans un magasin de chaussures parce que le propriétaire de ce magasin de chaussures, il disait, un garçon efféminé, des jolies femmes, écoute, ça fait bon ménage. Pourquoi pas ne prendre ce garçon-là dans le magasin? Je pensais que j'allais vendre des chaussures. Il me dit non. À l'âge de 13 ans, je commençais à porter des chaussures dans le magasin et les femmes achetaient les chaussures sur mes pieds. Mes pieds a toujours pris la forme des talons. J'ai toujours porté des talons et je suis plus à l'aise dans les talons. J'ai toujours porté des vêtements masculins avec les talons. Mais dans La Ferme, à un moment, il y a eu un problème. Nous avons eu tous des problèmes pour aller aux toilettes. Et moi, j'avais mal au ventre et je n'ai pas eu le temps de vraiment m'habiller et j'avais un pull qui était assez long. J'ai filé le talon, j'ai mis le pull et je traversais le champ. Quand je traversais le champ, l'émission a fait 2 millions de téléspectateurs en plus. Arthur, qui était le directeur, il m'appelle, il me dit « Vincent, est-ce qu'on peut voir plus tes jambes, on peut voir plus toi en vêtements parce que le public adore ça. » Et moi, je dis « J'ai aucun problème, c'est un métier. » Moi, je commençais à porter des robes et à ce moment-là, je commençais à porter des robes. Ce qui se passe quand je quittais La Ferme, je remets les vêtements masculins, mais c'est le public qui me disait « Monsieur McDoom, vous savez, vous êtes beaucoup plus jolie en robe. Vous voyez, les choses, c'est tu portes des vêtements masculins, mais le public en train de te dire « Monsieur McDoom, vous êtes plus jolie en robe. » Finalement, quelque chose s'est passé là. Le public a accepté, en fait. Et les gens deviennent beaucoup plus désobligeantes. Les gens préfèrent me voir parce que les gens adorent ça. Et plusieurs fois, je pose la question aux gens. Je dis « Mais pourquoi moi, vous me demandez, moi, de porter la robe, mais par contre, vous ne l'acceptez pas chez une autre personne? » Et ce qui me revient souvent, c'est « Monsieur McDoom, vous n'êtes pas grimé. » En fait. Et je dis pourquoi? Ils me disent tout simplement parce que la façon que vous le faites
ah ben écoute, on ne voit aucun problème avec. So, moi, j'ai jamais eu des problèmes. Et souvent, quand je suis en robe et je suis dans la rue, ou je vais dans un restaurant, ou peu importe où je suis, et les gens disent mademoiselle, c'est moi qui le corrige et dis monsieur. Et c'est beau de voir ce moment de oh, OK, excusez-moi monsieur. Et les gens sont vraiment très gentils en fait. So, moi, je vois pas, je vois pas le côté négatif de toutes les choses, comme tout le monde voit le côté négatif. Je vois pas le côté négatif. Par contre, si je vois le côté négatif, je veux le dire, mais c'est pas la première chose que je vois. Et que pensez-vous justement donc de ces personnes transgenres qui insistent absolument pour qu'on les appelle, pour qu'on change leurs pronoms, c'est-à-dire des hommes qui ont des apparences d'hommes et qui s'insurgent quand on leur dit monsieur, en disant mais vous êtes transphobe, je veux que vous m'appeliez madame. Ça devient un véritable sujet de société, hein. On est nommé transphobe, désigné comme transphobe à chaque fois qu'on mégenre une personne. Comment expliquez-vous que ces personnes-là, ça les heurte autant alors que vous, finalement, vous n'en faites pas grand cas? Je vais essayer d'être... Parce que avec ces sujets-là, on marche sous les œufs, en fait. Mais moi, je parle encore par rapport à mon perspective à moi et mes propres vécus, en fait. So, pour moi, les transgenres m'ont déjà taxé de transphobe. En fait, vous voyez le problème? So, c'est the pot is calling the kettle black, en fait. En sachant bien, je suis le grand-mère du mouvement, en fait, quelque part. Je donnais une certaine visibilité, tu vois, à un mouvement que maintenant, tout le monde est en train de essayer de forcer. Ou je ne l'ai pas fait avec du force. Quand tu es en train de forcer des gens à quelque chose, forcément, vous allez avoir des pushbacks. Tu ne peux pas forcer les gens. Il faut que les choses viennent naturellement. Et quand les choses viennent naturellement, les gens l'acceptent. Il ne faut pas oublier aussi que le premier transsexuel du monde s'appelle Coccinelle. En fait, elle a fait son transition au Maroc. À l'époque, ah ben écoute, c'était, tu vois, elle ressemble à Brigitte Bardot, elle fait le nécessaire. Elle devient à ce moment-là une actrice à part entière, une chanteuse à part entière, qui a sorti quand même avec Frank Sinatra, qui a dansé quand même pour Franco, et il n'y a pas eu de problème. Elle s'est mariée à l'église. Tout a été accepté tout simplement parce que quand elle a décidé de devenir une femme, elle était, et elle n'a pas enquiquiné et elle n'a pas imposé à personne de lui appelle femme ou des choses comme ça. Tu décides de changer de sexe parce que tu es mal à l'aise dans le sexe dans lequel que tu es né. Ah ben, écoute, ça c'est ton problème à toi en fait. Je ne sais pas pourquoi vous devez faire en sorte absolument que votre sexualité devienne politique. Or, votre sexualité doit devenir quelque chose que vous forcez dans le visage des gens. Tu vois, votre sexualité, c'est pour moi comme une religion. Tu vois. C'est votre choix, en fait. C'est pas la peine de me gaver avec. Et moi, je n'ai jamais gavé personne avec qui je suis, pourquoi je suis comme ça. Les gens, certes, il y a des gens qui vont vouloir savoir pourquoi. Certes, il y a des gens qui ne comprennent pas. L'éducation est nécessaire. Mais tu peux pas ne pas passer par l'époque, par l'étape d'éducation et tout simplement, tu fais la transition. Et quand tu fais la transition, eh bien, écoute, toute cette étape-là, les gens ne comprennent pas, en fait. Et là, tu es ce que tu es. Et maintenant, tu es en train de forcer les gens à vouloir vous accepter tel que vous êtes. Vous savez, la communauté LGBT+++++, en fait, ils en ont beaucoup travaillé pour en arriver et avoir la visibilité qu'eux, ils ont en ce moment. Et il ne faut pas non plus, parce que beaucoup de gens s'injugent, parce que tu dis, il y a un lobby gay. Le lobby gay est très fort, en fait, parce que maintenant, tu ne peux rien dire. Parce que si tu dis quoi que ce soit, on dit maintenant que toi, tu es homophobe. Eh bien, écoute, tout le monde le sait que le T dans le LGBT, tu vois, le T, en fait, s'entendait jamais avec le groupe, la communauté homosexuelle, en fait. Et maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est le T veulent absolument tirer leur épingle de jeu. Et parce qu'ils veulent absolument tirer leur épingle de jeu, ils imposent quelque chose à la communauté gay
tu vois, que la communauté gay n'est pas forcément en train d'accepter en ce moment, en fait. Pour moi, je pense, au lieu d'imposer, au lieu de forcer, éduquer les gens, en fait. Mais s'il vous plaît, faites-le parce que vous avez l'âge de pouvoir le faire et ne le pas imposer, surtout sous les enfants. Là est mon problème. Alors justement, quel est votre problème à ce niveau-là, vis-à-vis de la transition des enfants? Moi, la transition des enfants, un enfant, en fait, ne connaît pas... déjà, quand tu es né, la première chose, quand tu sors de l'hôpital, eh ben, écoute, le docteur, il va dire, c'est un garçon ou c'est une fille. Eh ben, écoute, tu es né garçon ou tu es né fille, sauf si tu es un hermaphrodite, parce que ça existe. Tu vois? Mais par contre, tu vois, il y a deux genres, le garçon et le fille, mâle et femelle. Par contre, il y a plusieurs différentes sexualités. Le mâle ou la femelle peuvent décider qu'ils veulent rentrer dans une communauté sexuelle qui est homosexuelle. Il y a peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y en a tellement, tu vois, bisexuel, il y en a tellement en ce moment, je ne sais pas, mais moi, je reste à la trois que je connais, bisexuel, homosexuel et hétérosexuel. Et en ce moment, maintenant, on voit toutes ces autres différentes sexualités qui arrivent et en fait, les gens font une amalgame et les gens mélangent tout, en fait. Et on ne comprend plus rien de ce qui se passe. Et même ça en train de... it's confusing for children. C'est très confus pour un gamin. Un gamin de 5 ans à 6 ans, un gamin de 7 ans ne connaissent pas, tu vois, sa sexualité, en fait. Il est en train de jouer avec la sexualité. Peut-être parce qu'il voit son copain habillé dans un petit toutou, il a envie d'habiller un petit toutou, mais ce n'est pas parce qu'il a envie. Et moi, je déteste le fait qu'on impose ça à un enfant parce que le gamin, il est peut-être en train de jouer. Et souvent, c'est les parents qui vivent par procuration la sexualité de cette gamin-là. Et j'ai vraiment un problème avec ça. Et aussi, tu vois, les professionnels médicaux, en fait, qui vivent un tout petit peu par procuration, parce qu'il y a vraiment un agenda. Et cet agenda-là, peut-être on y revient dessus, mais je suis persuadé que ces enfants-là, c'est important de leur éduquer, leur laisser faire leurs expériences. On nous a laissé faire nos expériences parce qu'il y a la période de préadolescent et adolescent. C'est le moment où le gamin, il cherche à savoir où il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il peut aimer. Et après, il peut décider, oui, j'aime ça, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Non, j'aime pas. Vous savez, quand vous touchez à un enfant, vous ne pouvez plus revenir en arrière, en fait. Et c'est vous qui prenez les décisions pour le gamin. Le gamin ne peut pas prendre les décisions pour celui. Moi, je suis navré. En ce moment, on voit que beaucoup de drag queens et des transsexuels sont en train de lire dans les écoles. J'ai un problème avec ça. Les enfants, ils ne sont pas à l'école pour apprendre leur sexualité ou apprendre, tu vois, ils sont là pour apprendre la mathématique, la langue, la physique, les choses comme ça. Ils ne sont pas là pour savoir, eh ben, écoute, tu aimes cette personne-là, tu dois habiller comme ça pour plaire à cette personne-là. Or, si moi, moi, je suis un homme efféminé, je suis peut-être habillé en femme, mais si moi, je dois aller faire des lectures pour un gamin, je ne vais pas aller dans une robe parce que je n'ai pas envie de confus l'enfant, en fait. J'ai vraiment un problème avec ça. Le respect de l'enfant est important et je trouve qu'il y a un non-respect pour l'enfant, en fait. Si le travesti peuvent aller à l'école, ou le drag queen peuvent aller à l'école, faire de lecture et des choses comme ça, eh ben, écoute, ramène le gamin dans la boîte de nuit. Oh, il n'a pas le droit d'être dans la boîte de nuit. Il n'a pas le droit de fumer avant un certain âge. Il n'a pas le droit de conduire avant un certain âge. Il n'a pas le droit de boire d'alcool, de fumer, de faire beaucoup de choses, même de faire l'amour, en fait. Mais par contre, parce que lui, il est en train d'expérimenter, il a dit « Oh, je me sens plus fille ou plus garçon. » Vous allez changer le sexe de la personne. Moi, je trouve que ça malsain. Je trouve que c'est inapproprié. Et je demande à les politiques, tu vois, d'arrêter, tu vois, tout ce travail qu'on est en train de faire sur les enfants. Et là, je vois beaucoup de pays
beaucoup des États aux États-Unis en train de bloquer, tu vois, le puberty blockers pour les gamins. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, en fait. Moi, je pense, cet enfant-là, quand il est devenu l'âge d'adulte, et lui, il peut prendre, parce que lui, il a compris, il a étudié, il comprend exactement où il va, eh bien, à ce moment-là, à 18 ans, encore, tu es un enfant, mais à 18 ans passés, quand tu décides de vouloir prendre ou de vouloir changer de sexe, moi, je suis pour. Mais en ce moment, on est en train d'utiliser des célébrités, tu vois, pour faire passer ce message, cet agenda, et on voit Gabrielle Union et son mari Dwayne Wade qui est en train de forcer, tu vois, parce qu'elle a enfant. En fait, ils vivent par procuration de ce qui se passe. Et les enfants deviennent plus des enfants. Les enfants deviennent une accessoire pour les parents, en fait, parce que les parents sont en train d'utiliser les enfants et le pretended or make-believe sexualité de le gamin pour essayer de continuer à vivre ou de continuer à exister. Mais par contre, vous savez quelque chose, et ce qu'on ne vous dit pas, en fait, l'une des plus grands problèmes que nous avons en ce moment, c'est les personnes qui ont fait la transition, qui veulent revenir en arrière et qui ne peuvent pas revenir en arrière. Parce qu'il y a un grand taux de suicide dont personne n'en parle, en fait. Et le taux de suicide n'est pas avant, mais après les transitions. Il y a quelque chose à étudier, il y a quelque chose à creuser. Nous venons de parler des enfants, Vincent McDoom. J'aurais aimé savoir si vous, quand vous étiez un enfant, justement, si l'époque avait été au transgenrisme, si la mode avait été à dire justement à des petits garçons qui préfèrent s'habiller avec des robes ou à des petites filles qu'on appelle garçons manqués qui préfèrent jouer au foot, auriez-vous eu peur qu'on vous fasse transitionner? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu vous arriver? Si, à l'époque où je commençais, si j'avais peur qu'on me fasse faire cette transition-là, de toute façon, à l'âge de 13 ans, j'avais décidé que personne ne me touchera et je ferai les décisions pour moi et pour moi tout seul. Je savais et j'étais conscient que j'étais un gamin. Je savais et j'étais conscient. À l'âge de 18 ans, j'étais un adulte. Moi, j'attendais l'âge de 18 ans et à ce moment-là, j'ai pris toutes les décisions nécessaires pour moi, en fait. Mais en dessous de 18 ans, je respectais. Mais aussi, je grandis avec cette peur de Dieu parce qu'on grandit avec une famille chrétienne. Je ne suis pas religieux, en fait. Je ne suis pas le genre de personne parce que je crois que la religion, c'est une secte, en fait. Et la religion veut que tu fasses ce qu'eux, ils veulent faire. Mais moi, j'ai une grande spiritualité. Je lis la Bible, je comprends la Bible. Et moi, la relation que j'ai avec Dieu, c'est ça. Beaucoup de gens... Vous avez... Oui. Je veux juste citer cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Vous avez déclaré « J'ai peur de Dieu. Je pense qu'on doit lui rendre des comptes. Et comme il m'a fait naître homme, je ne veux pas arriver devant lui avec des seins. » Ça, c'est quelque chose qui est tellement vrai. J'ai vraiment, vraiment peur de lui, en fait. Parce qu'à un moment, il va nous demander des comptes. Parce que moi, et je n'ai pas envie de commencer à justifier pourquoi j'ai enlevé, j'ai remis et des choses comme ça. Je n'ai vraiment pas envie. Ça, c'est quelque chose. Et vous savez, quand nous, en ce moment, tu vois des parents qui vivent par procuration ce que leurs enfants peuvent penser vouloir, ok? Parce que les mots sont très importants. Mais à mon époque, il y avait un certain respect aussi pour la famille. Et même si moi, j'étais gay, ou je pensais que j'étais gay, ou les gens me disaient que j'étais gay, qu'est-ce qui se passe? C'est je voulais rien faire qui allait faire du mal à mes parents. Parce que les parents, à cette époque-là, vivaient très mal la sexualité dite pas normale de leur gamin. Le gamin prenait sous lui de ne pas vouloir, par respect et de l'amour pour les parents, de n'en rien faire. Moi, maman, elle est morte. Aujourd'hui, jour pour jour, maman, elle est morte il y a 10 ans. Sous la fête de jour de mai, maman, elle est morte en 15 mai, tu vois, il y a 10 ans. Et tant que ma mère était vivante, ça c'est quelque chose
que je trouvais qui allait être pas très respecté pour elle, ni mon père, d'arriver devant eux. Ils ont donné naissance à un garçon, arriver devant eux avec tout le changement. D'être maquillée, des choses comme ça, porter des vêtements comme ça amusait ma mère, en fait. Mais je ne pense pas que ça allait amuser, même si elle était tolérante, de faire tout le reste, en fait. So, moi, c'est quelque chose que moi, je ne pouvais pas faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'y songer ou absolument jamais? Beaucoup d'anecdotes là, en fait, je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais changé à vouloir le faire. Ça, c'est quelque chose qui m'a jamais traversé de l'esprit. Mais par contre, je suis quand même très grand, très mince, j'ai presque 60 ans, je ne fais pas mon âge et je plais énormément. So, il y a beaucoup des hommes qui viennent me voir et beaucoup des hommes veulent sortir avec moi, en fait. Et ces hommes qui veulent sortir avec moi, ces hommes-là, ils ont des demandes. En fait. Mais ce n'est pas les hommes qui décident pour moi, c'est moi qui décide pour moi-même. Et beaucoup des hommes me disent souvent, vous êtes très jolie, tu vois, ça sera vraiment joli, ça sera vraiment très bien. Si moi, je continue à avoir une relation avec toi, on continue notre relation amoureuse, tu peux changer pour moi. Il n'y a pas encore un homme qui est né sur cette planète que moi, je vais changer de sexe pour. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en compétition avec une femme. Une femme est très jolie, elle a tout ce qu'il faut. Ceci, vous voulez que moi, je prenne l'aspect féminin avec les seins et tout le reste qui s'en prend, et tu veux que je change, eh bien, excusez-moi, les vraies femmes existent. Tu peux y aller les voir. Tu n'as pas besoin de moi, en fait. Tu n'as pas besoin de moi. Je ne serai jamais en compétition avec une femme. D'être comme je suis, si ça redonne envie à des femmes d'être féminins parce que malheureusement, la société et le système veulent que nous, on fait face à cet machisme et ce monde masculin, en fait, et les femmes, elles perdent leur féminité à vouloir travailler, à vouloir faire comme les hommes. Mais vous ne serez jamais. Je pense que la vie d'un homme et la vie d'une femme est intrinsèquement liée avec l'un à l'autre. On a besoin de l'un à l'autre. Et cet équilibre, il est important. Il ne faut pas déranger cet équilibre, en fait. Il y a des choses que les hommes peuvent faire et il y a des choses que les femmes peuvent faire. Je respecte et je veux qu'une femme qui fait le même métier qu'un homme, eh bien, elle soit payée le même salaire. Mais il y a certains métiers que les femmes ne peuvent pas faire. Il y a certains métiers que les hommes ne peuvent pas faire. Et j'aimerais bien que les gens respectent ces choses-là, en fait. Il y a quelque chose que je pense... beaucoup de gens me disent, oui, tu es très féministe. Je ne pense pas être féministe, en fait. Je pense respecter les femmes, mais je n'aime pas une femme qui veut absolument à tout prix, tu vois, émasculer un mec et faire en sorte que lui, il n'existe pas, ou de prendre sa place. Ni, je ne veux pas que ça soit fait à l'envers, en fait. On a besoin de l'un à l'autre et c'est ensemble on va grandir. Et c'est le fabrique même de la société et le socle même de la famille qui est mise à mal par rapport à l'agenda des transgenres en ce moment. Et ça me fait peur. Donc en fait, même si vous-même, vous n'êtes pas dans un stéréotype de genre, justement, vous différez un peu, vous respectez tout à fait les stéréotypes de genre féminin et masculin et vous pensez qu'ils sont structurants. Bien sûr, c'est important. Et non seulement ça, mais par contre, j'ai aussi de respect pour les personnes qui pensent qu'ils sont nés dans le mauvais corps et ils veulent changer de sexe. Fais-le. Si moi, je voulais changer de sexe et je voulais devenir une femme, et déjà, la base, elle est fantastique. Je n'ai pas grande chose à faire, tu vois, parce que quand tu vois certaines en ce moment, tu poses la question. Et de toute façon, mais de vouloir à tout prix mettre, tu vois, ça dans tout ce qui est en train de se passer, quand je vois ce qui se passait avec le Eurovision en ce moment, eh bien, écoute, mais moi, j'ai eu pour moi, c'était une honte même, tu vois. Et moi, je disais, c'est une célébration de LGBT+++++, sous fond de guerre, du kitsch avec un message pseudo, tu vois, politique ridicule, en fait. C'est toute cette... La sexualité, le genre, les choses comme ça, c'est quelque chose qui est apolitique. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument à tout prix ramener la politique dedans, en fait. Il y a la loi pour protéger ces personnes-là. Mais
ça n'a rien à voir avec la politique. Je ne sais pas pourquoi la politique veut absolument s'en mêler dans ce qui se passe dans le quotidien, dans la sexualité ou dans ce qui se passe dans la chambre de quelqu'un. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux, d'activer la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Et si notre travail vous plaît, et si vous souhaitez nous encourager à continuer, vous pouvez nous faire un don sur le lien en description. Vincent Macdoum, vous connaissez probablement Bilal Hassani, comme beaucoup de monde. Bilal Hassani, c'est un homme qui se vêtit de façon très féminine et qui a continué pendant un certain temps à dire qu'il était un homme, malgré le fait que beaucoup de ses fans lui disaient « Mais Bilal, tu portes une perruque, tu portes du maquillage, n'es-tu pas une femme ?» Il a résisté pendant longtemps et dernièrement, il a finalement évolué. On a vu que sur son profil Instagram, il avait changé ses pronoms, qu'il avait indiqué les pronoms « il » et « yel ». Que pensez-vous de cette évolution ? Waouh, le problème Bilal Hassani. C'est mignon. En fait, Bilal, c'est un produit de société, un produit de ce qui est en train de se faire en ce moment, comme moi j'ai été à l'époque, en fait. Mais il ne faut pas oublier aussi, les jeunes de moment oublient l'histoire et oublient qui étaient les pionniers et qui a ouvert le chemin pour eux. Et je pourrais être la maman, la grand-mère de Bilal, parce que, tu vois, je dis grand-mère, tu vois, grand-père, peu importe. Hein. Mais de toute façon, je ouvrais le chemin pour Bilal. Bilal, en fait, c'est typiquement ce qu'on consomme en ce moment. C'est une société de consommation. Et ce garçon, il a compris, tu vois, ce que les gens veulent, tu vois. Et moi, j'ai eu un petit problème une fois parce qu'on m'a posé la question sous un plateau de télévision, sous Bilal Hassani. Et je dis que Bilal Hassani, écoute, il ne faut pas qu'il accepte. Je ne l'ai pas dit qu'il est. Je dis, il ne faut pas qu'il accepte de devenir le travelot de service, en fait. Quand même, c'est assez clair. Entre dit il est, on dit il ne faut pas accepter. Parce que moi, je suis passé par là. On a voulu que moi, je sois le travelot de service pour venir amuser le galerie, pour venir faire des choses et tout le temps comme ça. On m'a imposé comment tu dois habiller, des choses comme ça. Mais moi, je ne voulais pas. Je pris de recul par rapport à beaucoup de ces choses-là parce que je voulais faire les choses parce que moi, ça me plaît et pas parce qu'on me l'a imposé de le faire. Bilal, il n'est peut-être pas assez fort que moi et parce qu'il a besoin absolument de cette visibilité, parce qu'il a besoin absolument de fit in, de rentrer dans le moule, il le fait et lui, il est tout simplement un instrument que la presse est en train d'utiliser pour faire passer cet agenda, en fait. Et il y a ce garçon qui est très jeune, qui oublie tout juste que lui, il doit cultiver son talent et pas forcément son look et faire parler que de son look. Après un moment, les gens vont oublier que ce garçon-là sait chanter, tu vois. Donnez-moi une chanson, un hit que lui, il a fait. Personne ne se rappelait de ça. Tout le monde se rappelait de son look, ses perruques, des choses comme ça. Pas parce qu'on met une perruque, on est une femme, en fait. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport à le fait qu'il disait pas parce que je porte une perruque, je suis une femme, je suis un homme, mais malheureusement, avec toute la pression médiatique, avec toute la pression on lui met, écoute, est-ce qu'il est suffisamment bien entouré pour pouvoir comprendre qu'il faut qu'il reste lui-même, tu vois, malgré toute cette pression, et c'est la seule façon qu'il peut avoir la durabilité. Peut-être on ne me voit pas à la télé, mais ça ne veut pas dire que je suis partie, en fait. Il y a des gens qui veulent me voir. Il suffit de marcher avec moi dans la rue, en fait, et vous allez le voir vous-même. Moi, c'est un peu dommage, en fait. Moi, je pense que Bilal, il est en train de faire ça en ce moment, et ça me regarde que moi. C'est tout simplement, c'est
c'est très trendy, c'est très à la mode, c'est moderne, tu vois, en ce moment. En ce moment, il s'engouffre dedans, en fait. C'est un mouvement. Dans l'idéologie transgenre, c'est-à-dire il est en train de s'engouffrer dedans, en fait. C'est vraiment dommage. Je pense pas que ce garçon, c'est quelque chose qu'il a envie de faire, en fait. Indirectement, il est influencé par toutes ces choses qui sont en train de se passer, et lui, il est en train de se perdre quelque part. Vous parlez beaucoup d'agenda. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme? Parce que... Vous voulez que je la repose? J'aurais bien aimé pouvoir expliquer ça en anglais, mais les gens ne comprendraient pas. Agenda, en fait. Moi, je pense que les élites, tu vois, et ça peut être les élites hollywoodiennes, les élites politiques, l'élite des pouvoirs mondiaux, en fait, on est en train de forcer, tu vois, ce agenda transgendre ou le changement de sexe, on est en train de l'imposer. Et en fait, la communauté LGBT++++, c'est le masque qu'on est en train d'utiliser pour faire passer tout ça, en fait. Et pour moi, cet agenda, c'est, en fait, on veut diminuer le nombre de... ça a à voir, hein, on veut diminuer la population, en fait. Plus de personnes qui ne font pas des enfants, c'est mieux. Quelque part, moi, je ne sais pas. Quelque part, il y a tellement de choses à se dire parce que je peux dire tellement de choses là-dessus. Mais je pense réellement, tu vois, il y a un agenda. Et cet agenda, il faut le dire, il ne faut pas tourner autour de le pot. Le agenda, c'est de dépénaliser et décriminaliser la pédophilie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Waouh! Ouais. Allez-y. OK. J'ai quelque chose parce que j'avais écrit cette chose-là. Et je dois trouver la bonne chose pour vous expliquer cette chose-là. Oui, c'est délicat. Prenez votre temps. Exactement. Pourquoi les pédophiles s'intéressent énormément à la communauté alphabet? La communauté alphabet, c'est LGBT+. Chaque jour, on ajoute une autre, tu vois? Tu sais, aucune pédophile veut aller en prison parce que c'est quelque chose qui est un délit criminel. On le sait très bien, tu vois? Et dans le milieu très connu et très visible, même si on ne le dise pas ouvertement, on sait que c'est une pratique qui est parmi ces personnes-là. Ils sont quelque part mouillés. Allegedly. C'est important de le dire. Parce qu'ils le disent entre eux. Et vous savez, dans cette culture démonique, tu vois, quelque part, le seul désir de le pédophile, c'est que la pratique devienne une norme, en fait. Or, pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tu vois? Et ils veulent maintenant que cette norme soit écrite dans le code pénal pour décriminaliser toutes ces choses-là. Encore, c'est quelque chose que moi, je pense vraiment au fond de moi. C'est quelque chose que je pense, en fait. Et il faut savoir... C'est quelque chose qui vous touche. C'est quelque chose qui me touche personnellement. Par votre vécu. Exactement. Tu vois? Parce qu'ils veulent absolument que ça soit écrit dans le code pénal, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout ce qui est nécessaire et on va pousser cette communauté alphabet, on va faire des lobbies par rapport à cette communauté alphabet pour faire en sorte qu'eux, ils ont ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tu ne peux plus rien dire de toute façon. Quand tu dis quoi que ce soit, tu es transphobe, tu es homophobe, tu es ci, tu es ça. Mais ce n'est pas toute la communauté homosexuelle, c'est une faible partie de la communauté homosexuelle qui est concernée par ça, parce que la plupart de la communauté homosexuelle, ils sont en train de voir toute
cette dégringolade de tout le travail qu'ils ont fait pour cette acceptation en train d'être défait par une communauté qui existe dans leur communauté, en fait. Là, c'est important à savoir. Et donc, comment ce petit groupe donc, de personnes pédophiles agit au sein de cette communauté pour faire avancer ses revendications? Ces personnes-là sont bien infiltrées dans la politique mondiale. Ça, c'est quelque chose que je suis persuadée. Et pour ces personnes-là, si un gamin est suffisamment âgé, vous dit, et décidé, de son changement. Je ne suis pas une fille, je n'ai pas envie d'être une fille, je n'ai pas envie d'être un garçon. Eh ben, écoute, j'ai envie de changer de sexe, tu vois, enlève mes ovaires, enlève mes testicules, tu vois. Si le gamin, il dit ça, eh ben, écoute, si un gamin de 9 ans, 10 ans, 11 ans, tu vois, peuvent prendre une décision comme ça, comment, tu vois, nous, qui est en train de regarder ça, qui pense qu'il y a un problème, comment on peut prétendre, si un gamin peut dire que je veux changer de sexe, comment tu peux lui dire qu'il ne peut pas faire l'amour, en fait? Et dans la tête d'un pédophile, si un gamin, ils peuvent dire je veux changer de sexe et tu peux changer le sexe d'un gamin, le gamin, ça veut dire il peut faire l'amour. Il peut. Ça, c'est quelque chose que je pense, tu vois, que le gamin, il peut faire. Et l'argument de la communauté pédophile, même si, tu vois, c'est, ils vont utiliser ça comme backup et ils vont utiliser la communauté LGBT et surtout la communauté qui a le plus de visibilité dans la communauté LGBT. En ce moment, c'est l'été. Ils vont utiliser ça pour pousser, tu vois, ce qu'eux, ils sont en train de faire. Et c'est pour ça, maintenant, on est en train de voir toute cette ribambelle des personnes qui sont maquillées comme des voitures volées, habillées comme outrancement. Mais je suis désolée, tu vas dans une école, tu ne vas pas pour travailler, tu vas pour parler à des enfants habillés correctement. Eh bien, écoute, les pédophiles envoient ces personnes-là, tu vois, dans les écoles pour pouvoir faire le travail, en fait, quelque part. Et ça, dans leur esprit, en fait, et dans leur rationalisation, en fait, c'est ça, c'est l'argument qu'ils vont utiliser. Si un enfant peut dire je veux changer de sexe, si un enfant dit que je veux pas mes testicules, je veux pas mes ovaires, je veux pas avoir des enfants, des choses comme ça, eh ben écoute, ils vont utiliser cette rationale devant les choses pour dit, eh ben, écoute, maintenant, on peut dépénaliser, on peut y aller, tu vois, dans le criminal code, tu peux le rendre, tu vois. Je vais réagir à ce que vous êtes en train de dire. Nous, dans notre livre Transmania, on a observé des choses proches de ce que vous êtes en train de dire. Sur le site de Crum 13... Je n'ai pas encore lu votre livre. Bah, vous verrez qu'il y a des similarités. Sur le site de Crum 13, qui est donc un collectif de personnes pédophiles, ils font effectivement la promotion de la transition des enfants. Ils font la promotion de la transidentité, exactement pour les raisons que vous évoquez, parce qu'effectivement, lorsqu'un enfant pourra... si un enfant peut décider de changer de sexe, alors effectivement, un enfant peut décider de sa sexualité. Il y a aussi un certain nombre de personnes pédophiles, pédocriminelles, qui, lors de leur procès, font jouer la notion de trans-âge. Ils disent être trans-âge, c'est-à-dire qu'ils se sentent du même âge que l'enfant qu'ils ont violé. Mais c'est super dangereux, ça. Voilà, donc c'est-à-dire que l'un peut malheureusement ouvrir une brèche pour l'autre, et c'est ce que, effectivement, vous êtes en train de dire, et vous avez eu cette intuition qui... c'est une intuition qui est profonde, en fait. Et ce qui est très, très dangereux, en fait, c'est que la communauté alphabet, comme je disais, c'est le masque que le pédophile utilise, tu vois, pour faire passer, tu vois, cet agenda de normaliser, tu vois, ce qui est en train de se faire. Et ce qui me gêne et ce que je trouve blessant et irrespectueux vis-à-vis de l'enfant, c'est
personnes qui vont faire la lecture, des choses comme ça, ils n'ont pas compris qu'eux, ils sont instrumentalisés politiquement et le travail et le danger qui, eux, ils sont en train de, et la confusion qu'ils créent par rapport aux enfants est irréversible. Mais vous vous rendez compte que ce type de discours aujourd'hui, dès qu'on parle de pédophilie, dès qu'on dit qu'il se passe des choses un peu en souterrain, on est directement qualifié de complotiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Si je suis complotiste, ah ben regardez le film sur Gabriel Matzneff. C'est une vérité, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont bien mouillés. Mais malheureusement, Vanessa Springora, qui a donc écrit ce livre, Le consentement, qui est donc devenu, après un film sur effectivement Gabriel Matzneff qui profitait des enfants, Vanessa Springora est aujourd'hui pour la transition des mineurs. Elle est pour la transition des mineurs? Oui, elle n'a pas compris. Est-ce que vous pouvez lui expliquer? Waouh, waouh. Avec tout ce qu'elle a vécu. Oui, avec tout ce qu'elle a vécu. Elle a fait, pour la transition. Elle a fait un 360 là. Vous auriez un message à lui adresser? J'aimerais bien assis avec elle et comprendre. Parce que moi, j'ai vécu le viol par rapport à des adultes. Je ne suis pas un adulte, en fait. Je me rappelle la première fois. Je me rappelle santé. Tu vois, c'est comme si c'est un couteau qui m'a percé le dos. Je me rappelle, tu vois, d'être assis dans le mar de sang, en fait. Parce que mon corps n'était pas prêt pour ça, en fait. Et la personne n'était pas petit. Tu vois ce que je dis? Moi, j'arrive pas à comprendre. Je pense que là, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose. Je pense que beaucoup de gens ne font pas le lien et pensent que donner des bloqueurs de puberté à des enfants ou les faire transitionner, c'est les protéger. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs ce que le défenseur des droits a publié la semaine dernière, au moment où on tourne cette vidéo. Donc effectivement, il y a toute une partie des gens, et dont en fait des femmes qui ont effectivement vécu le viol enfant, qui n'arrivent pas à comprendre que protéger les enfants, c'est aussi les protéger de ces transitions-là et de certaines personnes qui peut-être derrière mais il n'y a pas de complotisme de vouloir protéger des enfants, tu vois. Un enfant, son corps n'est pas fait, il n'est pas terminé, en fait. Il n'est pas encore arrivé à cette étape de sa vie où, tu vois, son sexe est fini, tu vois. Elle n'a pas encore les seins. Pourquoi bloquer toutes ces choses-là, tu vois, quand le gamin n'est même pas en puberté? Vincent Macdoum, pourquoi ne vous voit-on plus à la télévision? Pensez-vous que vous êtes boycotté par vos opinions, à cause de vos opinions? Pensez-vous que certaines de vos opinions aujourd'hui gênent le milieu dont vous venez? Waouh, c'est joli. Déjà, je ne voulais pas être le travelot de service. Je voulais qu'on m'accepte tel que je suis, mais me donner, ou me faire des offres, tu vois, comme tout le monde. Tu peux être acteur, tu peux être présentateur, tu peux être... On le voit dans tous les pays étrangers, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, on voit des personnes comme moi, tu vois, qui ont leur véritable place, tu vois, autour de la table, en fait. Mais moi, on voulait que je sois tout simplement la personne qui vienne amuser le galerie. Je ne voulais pas amuser le galerie, mais aussi, je suis quelqu'un qui est très sincère. Et je parle tout le temps par rapport à l'expérience personnelle que moi j'ai vécue, j'en parle. C'est ce que le public a aimé. Mais, vous savez, les personnes qui font la télé veulent toujours garder le contrôle. Et quand tu es une personne que eux, ils pensent, ils ne peuvent pas contrôler, ils veulent vite dire que vous êtes ingérable, en fait. Et quand tu es taxé d'ingérable dans
tu vois, n'importe quel métier, forcément, on te met de côté, en fait. Parce que j'ai émis le souhait de vouloir faire la télé, le cinéma, et je le fais. Le théâtre, je suis en train de le faire. Ça, c'est pas un problème parce qu'on m'a envoyé deux pièces de théâtre. J'ai terminé une pièce de théâtre et je suis bon là-dedans, en fait. Mais les personnes qui ont pris les décisions par rapport à moi, chaque fois qu'il y a eu un grand changement dans ma vie, c'était une femme qui a pris les décisions. C'était jamais un homme. Et en ce moment, c'est plutôt des hommes, en fait. Est-ce que la personne que je suis ne dérange pas leur masculinité et leur ego, ou leur, je ne sais pas. Est-ce que mon intégrité, le fait que je ne veux pas faire tout et n'importe quoi, ça dérange? Le fait que je suis tellement honnête et sincère dans mon honnêteté, en fait, et eux, ils ont compris que à travers de ce que je dis, ah ben, écoute, cette sincérité, ça transperce, ah ben, écoute, ça peut déranger. Et quand toi, tu peux éduquer, parce que le mass média ne veut pas éduquer le public. Tant que le public reste pas assez éduqué, en fait, ah ben, écoute, ils vont avoir l'audimat, en fait. Quand le public commence à être un peu plus éduqué par rapport à des choses, tu sais, vous savez, la télévision, c'est un bon outil. Ce qu'on fait de cet outil-là est très important. Malheureusement, la politique a infiltré la télévision. Et la télévision, ce n'est plus, si vous voulez, ce qu'il était il y a 20 ans, en fait. En ce moment, certaines choses, tu ne peux pas dire. Certaines choses, tu ne peux rien dire à la télé en ce moment. Et malheureusement, il y a 0,002 personnes qui ont le contrôle. Et même si eux, ils te disent devant toi, vous êtes fantastique, je vais vous aider, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais par contre, ils vont rentrer dans leur bureau, ils vont passer des coups de fil et ils vont dire, cette personne-là, je ne vais pas la voir. Tu vois ce que je dis? Malheureusement, les métiers, on ne sait pas pourquoi. Et moi, je pense qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire. Je n'ai pas envie de faire partie d'un quota gay, ou un quota transgenre, ou un quota, tu vois. Par exemple, je dis quelque chose qui est souvent, et je ne le dis pas que pour le transgenre, le gay, des choses comme ça, je le dis aussi pour les Noirs et pour les Arabes, des choses comme ça. Parce qu'à l'époque où Harry Roselmack, il est arrivé à la télé, Harry Roselmack, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est un très, très bon présentateur. Mais lui, quand il est arrivé à la télé, TF1 cherchait une personne pour ce boulot-là. Mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient également de talent pour ce boulot-là. Mais malheureusement, nous étions dans quoi? En année politique. Il fallait sensibiliser la communauté noire. Nicolas Sarkozy, ce qu'il a fait, ben écoute, on met en noir. Ici, Gary Roselmack, qu'est-ce qui s'est passé? À peine l'année politique et tout ça s'est passé, il n'est plus... Pourquoi il est plus à la présentation de l'info et pourquoi il est relégué à tout simplement une émission de dimanche en prime time, en fait? Ce monsieur, il mérite beaucoup plus que ça, en fait. Harry Roselmack, il mérite le travail, mais on ne lui a pas donné sous ses mérites à lui. On lui a donné tout simplement parce qu'il était noir. C'était le quota du moment. C'était le quota du moment, en fait. Et moi, je n'ai pas envie de faire partie d'un quota. Des choses, quand je suis arrivé à la télé, c'était nouveau. Et à l'époque, on disait, le travesti Vincent McDoom a donné son coup de pied dans le PAF. Mais je suis désolé, je refuse tout branding, en fait. Je suis Vincent McDoom. Si tu ne peux pas m'appeler Vincent McDoom, ne m'appelle pas rien d'autre, en fait. Ne me colle pas des étiquettes, en fait. Ne me colle pas des étiquettes. Je refuse toute forme d'étiquette, en fait. Et ce qui se passe dans ma chambre, le 4 murs de ma chambre, eh ben, je ne l'impose pas au public, en fait. Il reste là, en fait. Sur ma sexualité, on ne parle jamais de ma sexualité. Je ne fais pas de ma sexualité une drame ou une feu d'hiver, en fait. Je jouis de ma sexualité, en fait. Et je suis content d'avoir une sexualité.
vous qui êtes une figure dans le monde de la mode et dans l'univers gay quand même, pouvez-vous nous raconter comment... J'adore que tu dis l'univers gay, Non, en fait. j'ai tort? Je ne sais pas si tu as tort ou si tu as raison. Quelque chose que vous devez savoir, c'est en fait, beaucoup de gens me disent, Vincent, est-ce que vous avez déjà subi la discrimination en France? Oui. En fait. Et je dois répondre, et je dois répondre honnêtement, parce que je suis quelqu'un honnête. Vous savez, dans ma vie personnelle, avec le grand public, je n'ai jamais souffert ou je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais souffert parce que la couleur de ma peau. Je n'ai jamais souffert parce que j'étais efféminé. Au contraire, les gens trouvaient ça mignon. Les gens, tu vois, la façon que je parle, le fait que j'ai un accent, les gens ont toujours trouvé ça mignon. Mais par contre, quand un homosexuel arrive à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoute, dans ta tête, tu dis, eh bien, écoute, tu vas chercher la communauté qui va t'accepter, où tu vas être à l'aise, tu cherches les choses le plus proche de ce que tu es. Et comme tout, moi, je fais la même chose, qui est dans le Marais, avec tous les boîtes et tous les bars et des choses comme ça. Mais là, cette communauté, eh bien, écoute, c'est là. Je subis la discrimination. Parce que dans la communauté gay, beaucoup d'autres communautés coexistent, en fait. Les lesbiennes, les beers, les crevettes, les muscle queens, les ci, les ça, les trans, les drag queens. Il y en a tout, en fait. Et moi, parce qu'on ne pouvait pas me mettre dans une case, ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Parce que je devais être le travelo ou le drag queen qui amuse leur galerie. Et je n'étais pas ça, en fait. Et quand les gens ne savent pas où te mettre, eh bien, les gens, ils vont te pousser dehors de la communauté. So, le seul communauté, ou le seul moment où je ressentis vraiment la discrimination, c'était au sein de le milieu gay eux-mêmes qui ne m'ont pas accepté. Mais au moment, j'ai eu une plateforme, au moment, je commence à être connu, à ce moment-là, ils commencent à récupérer. En fait, c'est comme toutes les communautés, en fait. Bien sûr. Et ce que je trouve, c'est pour ça que je dis, moi, je n'aime pas la communauté ou le communautarisme, en fait. Aucune communauté, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu as un problème, tu cherches la communauté qui va t'accepter. Tu intègres cette communauté-là, mais quand tu intègres cette communauté, tu réalises que cette communauté en train de faire la même chose pour lequel que eux ils ont créé leur communauté, en fait. Eux, ils sont en train de discriminer contre, tu vois, une autre communauté, tu vois. Je l'ai vécu avec la communauté dite body positive. Parce que la mairie de Paris m'avait demandé de créer un événement pour eux. J'ai décidé, moi, je vais faire un défilé de mode. L'idée vient de moi. Je vais faire un défilé de mode pour des femmes plus size, en fait. La mairie de Paris m'a donné carte blanche pour faire ce que je fais. Je cherchais des femmes de toutes les tailles à partir du 42 et plus. Moi, je devais faire. Pendant 6 mois, je castais. Et à un moment, je ne pouvais pas trouver certaines femmes d'une certaine taille. Et là, en fait, je mis sur le réseau que je cherchais, tu vois, des femmes de cette taille-là. Et là, la communauté, tu vois, des grosses m'ont tombé dessus en train de dire, et là, parce que eux, pour eux, moi, je ne devais pas être la personne qui doit s'occuper d'un événement comme ça pour la mairie de Paris. Et eux, ils ont dit, cette même communauté de grosses, que les gens le discriminent contre. Parce que la discrimination n'a pas de couleur, la discrimination n'a pas de taille, la discrimination n'a pas de... Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'un gay anorexique comme Vincent McDoom peuvent comprendre de ce que vivent en grosse? Moi, je suis désolée. Une discrimination est une discrimination, peu importe, en fait. Et moi, je sentais cette discrimination dans le milieu on dit que j'appartiens, tu vois, et c'est pour ça que je refuse toute forme de communauté. Entendu, je crois que vous avez bien répondu. Vincent McDoom, c'était passionnant.
Merci. Sincèrement, on vous remercie infiniment d'être venu vous exprimer à notre micro. On renvoie évidemment les personnes qui ont regardé cet entretien vers votre livre, L'homme que je suis. Oui, et ils peuvent regarder sur mon Instagram, en fait. Tu vois. Mais On vous mettra savez, le lien en description. oui, c'est bien. Mais vous savez, il y a une chose, c'est à un moment dans la vie, des choses arrivent dans ta vie, tu vois. Il faut étudier pourquoi ces choses-là arrivent. Mais j'ai la chance de faire ce que je fais. J'ai la chance d'être vivant. J'ai la chance de rencontrer des personnes de tous bords. Parce que je me construis avec tout ça. J'apprends de toutes ces personnes-là, en fait. Et peu importe ce que je fais dans la vie, en fait, j'ai envie, si je ne suis pas ici, or plus ici, qu'on retienne une chose de moi, c'est mon intégrité. Pour moi, ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Et une dernière petite chose, quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, et vous êtes le premier à savoir, et je l'ai ramené avec moi, c'est mon médaille, parce que je suis médaillée par la reine d'Angleterre en 2018, avant qu'elle est morte, en fait, tu vois. Et j'ai reçu le British Empire Medal, British Empire Medal, voilà, il est là et c'était donné par la reine d'Angleterre. Et voilà la médaille. Bravo. Et comment elle vous a connue alors? Ben, tout simplement, chaque année, la reine dessert, tu vois, des médailles à des personnes qui ont fait changer les mentalités, fait changer des choses et fait avancer les choses. Et dans mon pays, Sainte-Lucie, je suis une de ces personnes-là qui ont fait changer énormément de choses pour la visibilité des garçons comme moi et culturellement, tout ce que je fais culturellement pour mon pays. Et voilà. Ça, c'est une jolie petite, tu vois. Bien sûr. Peut-être en France, on ne m'a rien donné encore, mais la France m'a donné une chose. La France m'a donné ma voix, tu vois, et c'est encore plus, tu vois. Si la France ne m'avait pas donné ma voix, la reine d'Angleterre ne m'aurait pas donné ça. Eh bien, écoutez, Vincent Macdoum, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Vive la République et vive la France. Exactement. Mais cette baisse de luxe et de bon goût, je trouve ça inadmissible que certaines personnes, la France le fait, et après, ils partent à l'étranger pour donner tout ce que la France leur a donné. Ils partent à l'étranger, à Dubaï, parce qu'ils ne veulent pas payer des choses en France. Quelle catastrophe. Mais on aime la France. Vive la France. Merci. Merci. Nous espérons que cet entretien vous a plu. Si vous souhaitez continuer à entendre des voix dissidentes sur les questions de genre, merci de nous soutenir en likant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Vous pouvez aussi nous faire un don, car produire ce type de contenu a un certain coût et nous prend du temps. Une autre façon de nous soutenir tout en apprenant, c'est de vous procurer notre livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, paru aux éditions Magnus.